Alors bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie Un Point à Trait en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Alors Pascal Bach, vous êtes chercheur en écologie des pêches à l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes un ancien responsable de l'Observatoire des écosystèmes pélagiques tropicaux exploités, à l'IRD aussi. Vos activités de recherche et d'expertise sont centrées sur l'approche écosystémique des pêches, en lien avec les politiques publiques. Pascal Bach, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Est paru aux éditions de l'IRD, Dans les filets. Cet ouvrage est un mélange d'iconographie scientifique réalisée par Jean-François Desjouannet et de textes que vous avez écrits en collaboration avec Bernard Serret. Comment avez-vous travaillé pour la réalisation de ce livre, Dans les filets ? Alors l'histoire de ce livre, en fait, elle commence à peu près en 2010, au tout début où on commence à se poser des questions, enfin, on avait besoin de confirmation sur les impacts négatifs de la pêche, et notamment d'un certain type de pêche, notamment les pêches industrielles où effectivement on entendait parler, alors les scientifiques savaient un petit peu, mais et on parlait de plus en plus de rejets, des volumes de rejets importants, savoir que les bateaux gardaient à bord en fait des espèces qui les intéressaient commercialement et ensuite remettaient à l'eau donc d'autres espèces. Alors certaines étaient protégées, donc il valait mieux les remettre à l'eau, et si possible vivantes, mais d'autres ne l'étaient pas. Et à ce moment-là, on ne se rendait pas du tout compte de la quantité de poissons qui pouvaient être rejetés. Et sauf que au début des années 80, c'est le premier vrai travail de l'observation scientifique, c'est aux États-Unis, c'est un journaliste qui embarque, un scientifique journaliste qui embarque sur un bateau, un grand bateau de pêche, de thon, qu'on appelle un seineur, parce qu'il utilise un grand filet qu'on appelle une seine. Et là, donc, il observe donc les pêcheurs, et c'est une pêche qui est un peu particulière, donc elle associe des thons avec des dauphins. Il se trouve que les deux espèces, les deux groupes d'espèces, en fait, ont les mêmes proies. Et ils sont associés pour exploiter les mêmes proies, en fait. Parce que les deux, les dauphins et les thons, n'exploitent pas les proies de la même façon. Voilà. Les uns mangent le banc un peu anarchiquement, alors que les autres, les dauphins, de manière beaucoup plus construite. Et là, ce qu'on observe, enfin ce qu'il observe, et qui ensuite va mettre donc, devant le grand public, c'est que cette pratique de pêche, à peu près, chaque fois qu'il y a un coup de pêche, alors les filets sont grands, je veux dire, ça mesure 2 km de long sur 250 mètres de hauteur, donc vous voyez, ça fait presque 60 ou 80 terrains de foot, donc ça fait une belle superficie. Et donc là, qu'est-ce qu'ils observent ? Ils observent que quand il y a donc le filet est remonté, donc au tout début, il y a, en même temps que le poisson est ramassé, il y a une mortalité massive de dauphins. Et on compte jusqu'à des milliers de dauphins qui sont donc capturés, qui sont rejetés morts. Et donc là, ça crée un tollé, évidemment, le grand public américain. Et donc là, il y a une grosse campagne donc, contre la consommation de l'espèce de thon qui était pêchée en association avec ces dauphins. Donc c'est le début, en fait, c'est le grand lancement en fait, de ce qu'on va appeler ensuite l'observation scientifique à bord des bateaux. Et donc cette histoire, donc ce livre-là, il commence avec cette histoire de l'observation à bord des bateaux. Parce qu'on a besoin, en fait, que les observateurs scientifiques puissent avoir, lorsqu'ils sont embarqués, des ouvrages pour pouvoir renseigner les espèces qu'ils voient. Donc tant celles qui sont mises à bord que celles qui sont rejetées. Et donc c'est un collègue à moi qui donc propose à un dessinateur naturaliste donc de faire des aquarelles, parce que donc l'IRD avait déjà eu un succès avec un ouvrage d'aquarelle, de faire un ouvrage d'aquarelle, mais qui serait ensuite donc donné à des observateurs scientifiques embarqués à bord des bateaux pour donc déterminer les espèces qu'ils voyaient et essayer donc de les quantifier. Voilà. Donc c'est le début, on est donc en 2010. Ouais, cet ouvrage a une alternance de données scientifiques et de magnifiques illustrations dont vous parlez. La préface, elle est réalisée par Guillaume Lecointre.
Et il cite la devise du Muséum national d'histoire naturelle, « Émerveiller pour instruire ». Est-ce pour vous une approche nécessaire pour rendre la science accessible ? Je pense que non seulement c'est nécessaire, mais c'est indispensable. Oui, je pense que, et notamment sur des sujets qui peuvent être des sujets sensibles, comme par exemple l'histoire des rejets. Effectivement, dire le grand public à travers ces rejets, il n'imagine qu'une image de gâchis, évidemment. Donc là, comment on peut s'intéresser à des choses qui sont finalement qui sont peu intéressantes ou rebutantes. Enfin, on n'a pas forcément envie d'en savoir plus. Je veux dire, c'est bon, il y a suffisamment de catastrophes, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc là, en fait, cet ouvrage-là, c'est un choix, donc vraiment le choix de l'équipe donc d'édition, d'avoir voulu émerveiller pour instruire, pour dire, ben voilà, on va essayer de capter l'attention du public. Bon, non seulement pour qu'ils voient des belles choses, effectivement, je veux dire, c'est des œuvres d'art, ces aquarelles, donc toutes, et en même temps leur donner une information qu'ils n'auront peut-être pas, enfin en tout cas que vous aurez peut-être du mal à trouver dans la presse écrite, sauf dans les revues spécialisées, mais qui nous intéressent à nous et qui vous intéressent certainement pas à vous. Et les illustrations qui font partie vraiment intégrante de l'ouvrage, pourquoi avoir choisi les illustrations plutôt que de la photographie ? La question, elle est... Donc je parle au nom de Jean-François Dejoinnet. Une photo, ça représente un individu qui a été, à un moment donné, observé à un instant T. Jean-François, quand il a travaillé avec les aquarelles, il a vu à peu près, peut-être 10, 20, 30, 40 photos d'un individu de la même espèce qu'il avait à représenter. Donc, il s'est fait un panorama, un kaléidoscope de, à un moment donné, une espèce qu'il voulait représenter. Et ça a été son regard à lui sur cette espèce-là, avec les différents individus. Donc, ce n'est pas un seul individu, c'est une synthèse d'individus qui peuvent, à un moment donné, montrer la particularité que lui a su observer sur une photo, mais qui n'aurait pas été sur une autre photo qu'on aurait pu utiliser dans l'ouvrage. Donc, c'est tout un travail. Donc, c'est l'artiste lui-même. Voilà, c'est son regard. Donc, quand vous verrez les aquarelles, même, il a réussi à leur donner une personnalité. Il y a des yeux, il y a des regards, il y a des bouches, et qui peuvent être rieuses, qui peuvent être tristes. C'est des façons très particulières qu'il a eu de représenter ces différentes espèces. Alors, on reprend aussi dans l'ouvrage l'historique avec des chiffres. Par exemple, en 2000 ans, la population humaine est passée de 170 millions d'habitants à 7,7 milliards, engendrant une consommation de poissons forcément plus élevée. Que la pêche soit récréative, artisanale ou industrielle, elle est devenue trop intensive. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait une surpêche ? Quel sens cela a ? Ou comment on le quantifie ? Le sens de la surpêche, c'est simplement quand on pratique cette activité de pêche en sachant que, alors ce que nous on appelle un stock, en fait, c'est à un moment donné une unité de gestion pour nous. Ça correspond à une population. Hein, voilà. Pour vous donner une idée, on va parler des thons, puisque ce livre il parle des thons. Hein. Les espèces donc, de thons, elles sont présentes dans l'océan mondial. Donc, quand on parle... Donc pour une espèce de thon, ça peut représenter 10 stocks. Parce qu'elles ne sont pas... Hein, elles connectent pas entre elles, entre les différents océans. Ou en tout cas de manière infime. Voilà. Et quand on parle de surpêche, c'est à un moment donné quand un stock est exploité d'une manière non durable. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand, mais certainement, rapidement, il pourrait être mis en danger, de façon en danger. Alors, évidemment, pas en extinction, hein, voilà, mais suffisamment en danger pour que ça puisse engendrer une catastrophe, que ça mette en péril, on va dire, l'économie même de l'activité. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on parle de surpêche. Économie ou aussi l'écosystème et l'équilibre marin ? Alors ça peut aussi, pour certains types d'activités de pêche, ça peut aussi effectivement avoir des impacts très négatifs sur l'écosystème. Alors à une époque actuelle où l'injonction de la réduction de la consommation de la viande, la population se tourne-t-elle vers la nouvelle source de protéines qu'est le poisson et déplaçant ainsi la problématique de l'industrialisation de notre alimentation forcément ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, nous en tant qu'Européens, on fait partie des plus grands consommateurs au monde de poissons. On est à environ 30 kilos habitants par an. Il
Il y a certains pays insulaires où ils n'ont que ça pour manger, où ils sont à peu près à 90 kilos par habitant et par an, mais l'Europe fait partie des gros consommateurs de poissons. Et on est largement en dessous, je veux dire, en termes de production, de ce qu'on consomme. On est obligé d'importer. C'est pour ça que les flottes européennes vont déjà pêcher très très loin, et puis ensuite il y a un gros marché de l'importation. Et ce qui se passe, c'est que on a une consommation qui est un petit peu démesurée, qui manque de discernement. On fait pas attention, voilà. Et ce qu'on dit à la fin de l'ouvrage, quand on parle de Demain les pêches, c'est il faut vigilance garder, hein, et faire attention à notre mode de consommation. Et pourtant, mangeons-nous assez de poissons au niveau mondial, puisqu'il y a des différences entre les pays riches et les pays pauvres, c'est de ça dont je parle. Et puis, il y a aussi le projet de l'ONU qui s'appelle Faim Zéro. Et est-ce que c'est le poisson qui doit compenser ça ou pas ? Alors, il doit participer. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, le projet de l'ONU Faim Zéro, le poisson fait partie, mais il n'est pas seul. Alors, Faim Zéro, c'est FAIM. Hein. Oui. Même si le climat actuellement pose ça. On ne va pas être poissonneux sceptique, voilà. Même si la situation, on va dire, des océans n'est pas mirobolante, c'est vrai que le poisson doit en faire partie. Et c'est pour ça que, je veux dire, nous, en tant que scientifiques, on a énormément de responsabilités pour fournir les avis de gestion au pouvoir public. Mais il faut que aussi l'ensemble des parties prenantes, hein, c'est-à-dire que on n'est pas les seuls, parce que si demain, je veux dire, nous, on a juste nos avis scientifiques, mais que les gens qui exploitent, les armateurs, donc, je veux dire, l'industrie même, je veux dire, n'est pas en accord avec les modalités de gestion qui sont suggérées par les scientifiques, la situation risque d'être catastrophique. Alors, nous, on continuera à exister, hein, je veux dire, en tant que scientifiques, mais, je veux dire, quand nous, on fait des propositions, c'est dans l'intérêt économique de l'industrie. C'est-à-dire, c'est des solutions qu'on propose parce que ce à quoi on pense quand on fournit ces avis, c'est non seulement à la ressource, mais à la dimension économique de l'entreprise et aussi au volet social. C'est-à-dire qu'il y a des femmes et des hommes qui vivent autour de ça et que si jamais à un moment donné il y a une catastrophe parce que des avis n'ont pas été respectés, eh bien, non seulement l'économie va en subir des conséquences, mais aussi des hommes et des femmes qui travaillent autour, hein, je veux dire, de l'industrie de la pêche. Sur les moyens qui sont utilisés, il y a une description sur les 4 méthodes, je crois, pour pêcher avec les chaluts, la pêche à la canne, etc. Vous pouvez nous faire une description pour qu'on se rende compte aussi de ce qu'elle représente. Tout à l'heure, vous parliez de la pêche en filet, mais ça a des distances phénoménales, 2 kilomètres. Il y a d'autres méthodes. Alors, vous pouvez les nommer et puis les décrire rapidement pour qu'on se rende compte de ce que ça signifie la pêche industrielle. Alors, dans les engins qui sont décrits dans le livre, donc déjà, c'est des engins de pêche qui concernent une ressource qui sont les thons. Hein. On recense à travers le monde plusieurs centaines, hein, d'engins de pêche. C'est-à-dire que l'homme a été merveilleusement ingénieux pour arriver à exploiter les ressources, tant les coquillages que les poissons. Et donc dans cet ouvrage, on parle des 4 principales techniques de pêche qui exploitent les thons. Donc je vous ai parlé de la pêche à la senne, donc ces grands filets qui sont mis en œuvre par des bateaux qui mesurent maintenant plus de 100 mètres de long pour certains. L'autre engin qui est très utilisé, c'est la pêche à la palangre. Alors la palangre, c'est quoi ? C'est une grande guirlande d'hameçons qui sont posés avec donc des hameçons qui sont appâtés. On met au bout une sardine ou un calamar et puis ça peut mesurer jusqu'à 120 km de long. Et alors c'est mis en œuvre par des pêches industrielles, mais aussi par des pêches artisanales. Donc là, évidemment, le nombre d'hameçons est beaucoup plus restreint. Alors ensuite, il y a la pêche à la 120 km de long, oui. C'est gigantesque. C'est une grande guirlande, oui. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des organisations non gouvernementales qui appellent ça, les endroits où sont posés les palangres, ils appellent ça des champs de mines. Donc, voilà, on peut se rendre compte de l'impact de ce type d'engin. Ensuite, donc, c'est des palangres dérivantes. Elles ne sont pas posées au fond, hein, ou elles ne sont pas même ancrées dans le fond. Elles dérivent dans l'océan, dans le pélagos, hein, c'est-à-dire entre la surface jusqu'à 5000 mètres de fond.
elle dérive, mais les hameçons sont posés entre la surface et jusqu'à 400-500 mètres de profondeur. Voilà. Et donc ça fait vraiment une guirlande. Hein. Les premiers hameçons sont à peu près à 50 mètres de profondeur. Et en fonction des espèces qu'on recherche, les plus profonds pourront aller jusqu'à 500 mètres. Voilà. Ensuite, il y a la pêche à la canne. Donc là, c'est donc des gens qui sont à l'arrière d'un bateau et qui utilisent de l'appât vivant. Voilà. Donc avant de partir à la pêche à la canne pour pêcher des thons, on va d'abord pêcher du petit poisson, comme des anchois, qu'on garde vivant à bord de vivier et qu'ensuite, au contact donc, de bandes de thon qu'on a repérées, on va attiser ces thons. Voilà, on va générer des frénésies alimentaires pour qu'ensuite ils puissent être facilement capturés par des hameçons sans ardillon, juste avec un leurre. Et hop, donc on attrape le poisson. Et il y a un mouvement de bras qui fait que le poisson, on tient la canne et est relâché à l'arrière et on remet la canne à l'eau, comme ça, pendant des heures. Voilà, donc ça c'est une pêche qui ne représente pas des quantités, mais dans certains pays, c'est une pêche qui est très très pratiquée parce que les bancs s'y prêtent bien. Voilà. Donc il y avait une pêche de thon rouge, d'ailleurs, donc des jeunes thons rouges qui étaient pratiqués donc, à la canne, voilà, qui existent encore. Alors là c'est des thons qui pèsent jusqu'à 10 kilos. Voilà. 10, 15 kilos, voilà. Voilà. Il faut des... Alors on peut pêcher à deux. Voilà. Sur des zones avec des bandes d'individus qui sont plus grands, on pêche à deux. Et l'autre engin qui a été utilisé, on a fait énormément, enfin qui a fait énormément de bruit il y a à peu près, pareil dans les années 80, on appelait ça les murs de la mort, c'est des grands filets maillants, voilà, qui dérivent et on appelle ça, voilà, donc les barrières de la mort. Et donc aujourd'hui, il y a eu donc une législation mise en place pour que ces filets-là soient donc beaucoup plus réduits en taille. Parce que c'est représenté quelle taille justement? Alors ça représentait des kilomètres. Oui. Alors, vous citez l'évolution de la production mondiale des ressources marines, poissons, crustacés, mollusques, en 40 ans. Il y a des graphiques qui les illustrent bien. Mais est-ce le volume pêché ou la façon dont ce volume est pêché qui est le plus préoccupant? Alors, je vais vous dire les deux. Parce que le volume pêché en tant que tel, lui, il impacte les ressources donc, qui sont exploitées et dont on a besoin d'assurer la durabilité. L'autre aspect, c'est effectivement les pratiques, parce qu'à travers les pratiques, je veux dire, il y a des impacts négatifs sur les écosystèmes. Donc les deux effets, en fait, sont importants. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà. Donc quand on parle de essayer d'être mesuré, c'est la mesure à la fois sur les espèces qui nous intéressent, voilà, mais aussi sur les espèces, je veux dire, que l'on rejette. Sans trop racler le fond de préférence. Alors, ici, ces engins qui raclent le fond ne sont pas concernés, puisque là, on parle du pélagos. Donc, le pélagos, c'est quoi? C'est toute la partie des océans qui sont au-delà des plateaux continentaux, donc des bordures lointaines de nos côtes. Voilà. C'est là au moment où les côtes, on va dire, le fond, tout d'un coup, tombe abruptement. Voilà. Et donc là, à ce niveau-là, on rentre dans ce qu'on appelle le milieu pélagique. Alors, et donc, ces pêches-là se pratiquent essentiellement dans cet univers océanique-là. Alors, vous parlez aussi des nombreux rejets qui sont dus lors de la pêche, avec ces différentes techniques. Quand on parle de rejets, en fait, ce sont tous les déchets des poissons qui sont pêchés et généralement qui sont morts et remis à l'eau. Ou ils sont tous remis vivants à l'eau. Alors, quand on parle de rejet, effectivement, il y a les viscères dans le cas où les poissons sont traités à bord, mais il y a d'autres pêcheries où les poissons sont gardés entiers, ils ne sont pas éviscérés, enfin ce qu'on dit éviscérés, ils ne sont pas vidés à bord, ils sont gardés entiers. Donc, nous, quand on parle principalement de rejet, c'est des individus donc entiers. Voilà. Donc, mais morts ou soit vivants, soit morts. Les deux. Alors, évidemment, ces fonctions, là aussi, des pratiques. Il y a des pratiques pour lesquelles les poissons vont être étouffés et il y a... Non, là, je vais cap au nord, moi. Ouais. C'est le poisson pilote, là, c'est bon. Et donc, il y a des pratiques de pêche comme le chalut, par exemple. Là, le poisson, effectivement, est étouffé et il a peu de chances de survivre. Il y a d'autres pratiques pour lesquelles, effectivement, le poisson, lui, aura plus de chances, va survivre. Là aussi, ce sera fonction de sa taille.
les petits, comme là, vous verrez dans l'ouvrage, donc les balistes, en général, il y a très peu de chances que ces poissons-là survivent. Par contre, les requins, les tortues marines, les mammifères marins, pour certaines techniques, sont remis à l'eau vivants. Est-ce qu'il y a des conséquences justement sur la gestion de l'écosystème au niveau de ces rejets ? Il y a des conséquences, bien sûr, parce que on sait que pour certaines pêcheries, les rejets déséquilibrent inévitablement les écosystèmes. Parce que, un écosystème, c'est des relations prédateur-proie. Et quand on supprime à un moment donné des ressources, qu'on va les rejeter mortes, donc c'était des proies vivantes qui étaient chassées par des prédateurs, mais qui ne vont pas être intéressés parce que ce n'est pas des charognards, ce n'est pas des nécrophages. Donc ça pourra intéresser, on va dire, les nécrophages, mais pas les prédateurs qui, eux, ont envie de se nourrir de poissons vivants, des prédateurs actifs. Donc évidemment, ça génère un déséquilibre. Vous parlez aussi dans l'ouvrage de l'agenda 2030 de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ? Qu'est-ce que signifie cet objectif ? L'agenda 2030 de l'ONU, c'est ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Donc il y en a 17 à peu près. Donc on parle de la faim zéro, on parle du bien-être humain. Donc nous, ce qui nous intéresse principalement à travers cet agenda, c'est celui qui est l'objectif numéro 14 et qui concerne donc la santé des océans. Voilà. Donc nous, notre travail, effectivement, même si à travers la pêche, il y a d'autres objectifs du développement durable qui sont concernés, on parlait aussi de la faim zéro, donc qui est l'objectif numéro 2, donc évidemment, mais en termes, donc, pour nous, en tant que biologistes, c'est surtout l'objectif du développement durable numéro 14 qui nous concerne. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est que là, en 2030, la totalité des stocks exploités, toutes les ressources exploitées, soient exploitées à des niveaux durables. Un objectif aussi atteignable que celui de la lutte contre le réchauffement climatique ? Je pense. C'est-à-dire que, c'est pas des objectifs irréalisables, évidemment. Nous, on travaille pour ça, pour qu'ils deviennent réalisables. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience pour que cet agenda. Donc, de toute façon, pour être honnête, on sera en retard, c'est clair. C'est sûr et certain. C'est comme pour de toute façon les indicateurs par rapport au changement climatique. Je pense qu'on sera en retard aussi. Il y a des indicateurs pour 2050, mais je pense que ce sera pour 2060. Parce que les enjeux économiques, sont en cascade et que ces cascades-là, elles se règlent pas du jour au lendemain. Donc, je pense que dans le cas de l'objectif 2030, pour ce qui nous concerne à nous, on sera peut-être plus sur, on va dire, en 2040 qu'en 2030. Il faut être raisonnable. Voilà. Il ne faut pas vendre du rêve. Et parlons du réchauffement climatique et ses conséquences sur la vie océanique, ou des mers et de la pêche. Comment ça a été mesuré et quelles en sont les conséquences ? Alors, des conséquences, il y en a. Quant aux mesures, on est au tout début. C'est-à-dire que pour le moment, les seules choses qu'on connaît, c'est ce qu'on voit. On connaît donc effectivement la migration, et même donc vous pouvez certainement l'observer, vous en avez certainement entendu parler. On voit la migration de certaines espèces des tropiques qui remontent donc dans nos eaux. Donc ça date pas d'hier, mais là, maintenant, c'est un phénomène qui s'amplifie. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des zones qui vont s'appauvrir, d'autres qui vont certainement s'enrichir. Grosso modo, apparemment, sur les potentiels, on resterait dans des potentiels similaires. Là, je parle en termes de volume au niveau global, planétaire. Mais les choses vont bouger géographiquement. Et donc, il y a des travaux de modélisation, justement, qui sont menés dans l'équipe de recherche où je travaille à CEP. On a donc des gens qui travaillent en modélisation pour essayer justement de réviser la distribution géographique des espèces
réviser la distribution de la production primaire, ce qu'on appelle le phytoplancton, voilà, là où commence la chaîne alimentaire, pour voir un petit peu comment, je veux dire, quelle va être demain la cartographie des ressources et des exploitations. Alors pour revenir sur le travail aussi de l'IRD et puis de votre ouvrage, qui permettent de rendre la recherche scientifique abordable et grand public, mais quel est pour vous aussi le travail du scientifique en termes de transmission de l'information et quel est ce nouveau rôle qu'il doit gérer auprès de l'interface citoyen-collectivité ? Effectivement, c'est un nouveau rôle qu'on demande aux scientifiques d'aller de plus en plus communiquer autour de ces résultats. Et moi, de mon point de vue, je trouve que c'est très bien parce que, entre guillemets, en tant que scientifique, on a une certaine éthique, on a un devoir de communication d'une information et qui est en général pas une fake news, quoi, qui est le fruit de travaux, de recherches mûrement réfléchis, mûrement dosés, statistiquement validés, et donc qui est le fruit aussi de raisonnement. Donc je pense que cette façon qu'on a de communiquer avec le grand public, elle permet aussi au grand public de se rendre compte parfois, je veux dire, d'informations qu'elle n'avait pas eues, ou en tout cas de manière totalement différente à travers d'autres médias. Hein. Et voilà. Et donc, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on a un rôle à jouer. On nous le demande de plus en plus, mais je pense que c'est nécessaire et je pense que mes collègues scientifiques jouent ce jeu de manière plaisante et c'est plutôt un exercice satisfaisant. On aime bien échanger, on aime bien échanger avec nos collègues, mais aussi on aime bien échanger avec les gens, pour la plupart d'entre nous, je crois. Ça fait partie de notre métier. Voilà. Alors une avant-dernière question, est-ce que parce que le poisson ne crie pas lors de sa mise à mort ou que la mer semble si vaste, que nous soyons, semble-t-il, si indifférents au sort de la mer, est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne fait pas forcément attention, on ne se rend pas compte de ce que génère la surpêche, ou en tout cas les moyens qui sont mis en œuvre pour pêcher et avoir du thon en boîte dans nos assiettes? Je pense que... Alors, effectivement, pendant très très longtemps, on a cru que la mer était un vivier qui ne s'arrêterait pas. Hein, voilà. Pourtant, en 1938, Paul Valéry avait déjà dit « Le temps du monde fini commence hein. ». Donc, c'est pas hier, c'était avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on est dans le mur, quoi, de toute façon. Donc, il va falloir inévitablement réagir. Petite question pour clôturer. Cet usage industriel de la pêche, qu'est-ce que cela dit de nous, de notre rapport à la nature? Vous avez 2 heures. Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, je veux dire, aujourd'hui, on est énormément questionné par notre rapport à la nature, de plus en plus. Et je veux dire, tout ce qui se passe dans les liens entre l'homme et la nature, on se rend bien compte, je veux dire, qu'il y a eu des transformations, je veux dire, dans ces relations-là. On le voit par exemple dans les relations entre l'homme et le loup, on le voit avec l'homme et l'ours, on le voit avec ici donc l'homme et le requin. On le voit avec nous, nos écosystèmes donc marins, avec l'homme et le requin, l'homme et les orques maintenant. Donc vous avez dû en entendre parler, dire des problèmes qui existent aujourd'hui avec les gens qui font de la voile, donc dans le détroit de Gibraltar, attaqués par. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est transformé et on a besoin de revoir totalement cette relation entre l'homme et la nature. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Alors, aujourd'hui, les adultes, certainement, mais ce qu'il nous faut, c'est ce que moi je pense, c'est qu'il faut éduquer, je veux dire, de plus en plus jeunes pour que ce soit la nouvelle génération qui prenne conscience le plus rapidement possible des transformations dont on est responsable. Parce que, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire,
l'Anthropocène, c'est nous. Voilà. Moi, je suis en plein dedans. Je suis né en 1960. Je suis au tout début, pratiquement. Enfin, tout dépend des dates qu'on considère, mais 1950 ou 1960. Mais voilà, enfin, il n'empêche que, je veux dire, je fais partie de l'Anthropocène. Donc, ouais, j'ai une dette à payer. Et je peux pas partir comme ça sans avoir ma part Alors, je sais pas, je veux dire, j'ai pas envie de mettre des rustines. J'ai envie que ce soit des solutions de fond qui soient proposées pour que, justement, les agendas ne mettent pas 10 ans, mais soient beaucoup plus rapidement pris en compte pour que les solutions de durabilité, je veux dire, existent dans le respect des délais tels qu'on les imagine. Alors Pascal Bach, merci pour vos réponses et je rappelle que votre livre « Dans les filets » est paru aux éditions de l'Institut de recherche pour le développement. Merci aussi à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci et à bientôt. Merci, juste, parce que je ne peux pas oublier que c'est un ouvrage qui est en coédition. Et donc, il y a les éditions de l'IRD, mais il y a aussi MKF Éditions. Donc, et donc voilà, ça a été un travail collectif avec... et si l'IRD, effectivement, a édité ce livre, c'est parce que, justement, il y a eu une autre édition qui est spécialisée dans les ouvrages d'art-sciences, qui a joué le jeu, et donc je ne peux pas oublier Michael Ferloni et les remercier infiniment, lui et son équipe, pour tout le travail qu'ils ont réalisé pour donc participer à cette coédition. Merci de ces précisions. Merci à vous. Merci à vous.